Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des Masmouda. Oui, bonjour. Une des grandes confédérations tribales berbères. Exactement, très importante dans l'histoire de l'Afrique du Nord et surtout au Maroc. On avait parlé des Sanadja la dernière fois, plutôt nomades, du désert. C'est ça. Et bien là, avec les Masmouda, on est sur autre chose. Complètement différent, oui. Pour poser un peu le décor, il faut imaginer des peuples vraiment ancrés dans la montagne, l'anti-Atlas, le Haut-Atlas marocain. C'est leur fief historique. Leur marque de fabrique, si on peut dire, c'est la sédentarité. Ce sont des agriculteurs très liés à leur terre et, évidemment, impossible de parler d'eux sans évoquer leur apogée, l'Empire almohade. Ah oui, une puissance berbère Masmouda incroyable au XIIe siècle. Essayez de comprendre ce qui définit ces Masmouda, leur histoire, leur culture, ce qu'ils nous ont laissé. Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Allez, on regarde ça de plus près. Alors déjà, rien que le nom Masmouda, c'est intéressant. Il semblerait que ça vienne d'Amoud. Hamoud, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée de pilier, de quelque chose de stable, de fixe, ça colle parfaitement à ce profil d'agriculteur sédentaire. Ah oui, d'accord. C'est un contraste flagrant avec les Saint-Naja ou Isnagènes, Exactement. qu'on traduit parfois par hommes voilés, les rouges, des termes qui évoquent le Sahara, le mouvement, le nomadisme. Là, on est vraiment dans le stable, l'agricole. Et cette sédentarité, elle est liée à la géographie, vous disiez? Les montagnes. Intimement liés, ils sont les maîtres historiques en tout cas, de l'anti-Atlas en entier, jusqu'aux confins de Guelmim, et puis une très grande partie du Haut-Atlas. Le Haut-Atlas central, près de Marrakech, et aussi l'occidental, celui qui domine le Souss et Agadir. C'est ça. Des agriculteurs avant tout. L'élevage existe, mais il est secondaire. Et ce choix de la montagne, alors? C'était pour se protéger, un refuge? C'est une idée reçue, ça. En fait, c'était un choix plutôt stratégique, pas un repli subi. Ah bon? Pourquoi? Stratégique. Principalement pour l'eau. La gestion de l'eau est plus fiable en altitude, surtout face aux sécheresses des plaines. Et aussi pour l'aménagement du territoire. Ils ont développé une ingéniosité remarquable. C'est-à-dire? Des techniques de construction qui épargnent les terres cultivables, par exemple. Il y avait souvent des règles, des interdictions de bâtir sur la terre arable. Et puis, bien sûr, les systèmes d'irrigation. Les fameuses séguillas. Exactement, ces canaux qui permettent une agriculture continue, même en pente. Une vraie maîtrise de l'environnement montagnard. Mais alors, question peut-être un peu bête, mais ces montagnes, aussi vastes soient-elles, est-ce qu'elles pouvaient vraiment nourrir autant de monde que, disons, les plaines ou les parcours nomades des Sanaja? Est-ce qu'on parle d'un réservoir de population comparable? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant et un peu contre-intuitif. Ah oui, Ces zones montagneuses, le Haut-Atlas, l'Anti-Atlas, ce sont en réalité des zones de très forte densité de peuplement, historiquement parlant. vraiment? Plus que ce qu'on imagine? Beaucoup plus. La meilleure preuve, ce sont les vagues migratoires massives qui en sont parties au fil du temps. Les migrations vers les villes ou même à l'étranger, ça? La diaspora chleu, comme on dit parfois? C'est ça. Ces migrations importantes n'ont jamais vidé ces régions qui restent très peuplées. La densité y est bien plus forte que dans le Moyen Atlas, par exemple. C'est un cœur démographique, en fait. D'accord, je vois. Alors passons à leur grande épopée politique, les Almohades. Comment ces agriculteurs montagnards, si ancrés dans leur terroir, ont-ils pu bâtir un empire aussi vaste, de la Tunisie à l'Andalousie? Là, ça devient vraiment fascinant. Oui, l'ascension almohade est spectaculaire. Ils étaient menés au départ par l'idéologue Ibn Toumert. Lui-même originaire du Souss, donc une région masmouda. Exactement. Et puis par le chef militaire et organisateur Abdelmoumine. Ils ont conquis un territoire immense, c'est vrai. Mais ce qui est frappant, c'est leur pragmatisme, une fois au pouvoir. C'est-à-dire, Ils n'ont pas tout rasé. non, justement, ils n'ont pas été que des conquérants, ils ont aussi été des organisateurs. Ils ont su intégrer et même développer les structures administratives qui existaient déjà. Celles mises en place par les Almoravides avant eux. Tout à fait. N'oublions pas que les Almoravides étaient d'origine Sanhaja, leurs prédécesseurs et rivaux, mais les Almohades ont repris une partie de leur administration, surtout en Al-Andalus. Il faut quand même rappeler, je crois, que cette transition entre Almoravide et Almohade, entre Sanaja et Masmouda, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ah non, c'est clair. L'histoire retient une période de conflit très violent, très sanglant. C'est exact. La conquête a été brutale. Mais une fois le pouvoir consolidé, les Almohades ont montré une capacité assez étonnante à systématiser l'État. Ils ont construit sur les bases almoravides. Alors, Oui, ils ont hérité d'une bureaucratie et l'ont rendue
plus rigoureuse, plus centralisée. Une hiérarchie claire, une armée bien structurée, un protocole de cours précis, des salaires pour les fonctionnaires. C'était moderne pour l'époque, non? Extrêmement. On a même retrouvé des traces de pratiques qu'on pourrait qualifier de modernes, oui. Comme un système pour identifier les gens en cas d'épidémie, par exemple. Incroyable. Ils avaient même mis en place des sortes d'écoles d'administration pour former leurs agents, les collecteurs d'impôts, etc. C'était un État remarquablement organisé. Fascinant. Mais au-delà de la grande histoire politique, au quotidien, qu'est-ce qui caractérisait la culture Masmouda? Qu'est-ce qui les distinguait, disons, dans leur mode de vie? Le fondement, ça reste toujours cette identité sédentaire agricole. Ça façonne tout. Comment ça? L'organisation sociale, par exemple. Le rôle économique très important des femmes et des enfants dans les travaux des champs. Ce rapport très fort, presque viscéral, à la terre. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exemples concrets? Artisanat, langue... Oui, bien sûr. Pour l'artisanat, si on prend les tapis, par exemple, c'est difficile de généraliser. Ah bon? Pourquoi? Parce que les identités locales sont très très fortes. Prenez 2 villages Masmouda voisins dans l'anti-Atlas, comme Tazenakt et Ouawizek, ils produisent des tapis au style complètement différent. Ah oui, d'accord. Très localisé. Et la langue? On associe souvent le tachelite, une des grandes langues berbères du Maroc, aux régions Masmouda. Le Souss, une partie du Haut-Atlas. Mais là aussi, il y a des nuances. Il existe des zones de transition linguistique passionnantes. Comme où, par exemple? La vallée des Zaït Bougmez, par exemple. C'est une zone charnière entre le tachelite et le tamazite parlé dans le Moyen Atlas. Les gens là-bas jonglent souvent avec plusieurs parlers. C'est assez courant dans ces zones de contact. Très intéressant. Et le commerce? On a cette image du commerçant chleux ou souci. Oui, l'épicier qu'on retrouve un peu partout, c'est souvent un héritage direct des anciennes routes commerciales transsahariennes. Ah oui? Comment ça s'est transmis? Il y avait une sorte de spécialisation. Certains groupes maîtrisaient le transport caravanier à travers le désert. C'était plutôt les nomades. D'autres, comme beaucoup de Masmouda originaires du Souss, excellaient dans la distribution, le commerce de détail, le crédit aussi. Une expertise qui a perduré. Exactement, elle s'est adaptée. Le transporteur de dromadaires d'hier est parfois devenu, au sein des mêmes familles, le transporteur par car ou camion d'aujourd'hui. Mais attention, il y avait d'autres grands réseaux commerciaux, comme celui du Tafilalet par exemple. Bien sûr. Et puis, il y a un aspect qu'il faut absolument souligner, c'est le savoir. Le savoir religieux et intellectuel. Le savoir, hein? Chez les Masmouda. Absolument. Les régions Masmouda, et tout particulièrement le Souss, étaient un foyer intellectuel et religieux de premier plan. On surnommait même la région Souss Alima. Souss la savante. C'est ça. Il y avait un réseau très dense de médersa, des écoles traditionnelles, souvent financées collectivement par les tribus. Elles accueillaient des étudiants qui venaient parfois de très loin. Attendez, Souss la savante. Mais c'est incroyable, hein? Parce que ça va complètement à l'encontre de certains clichés qu'on a pu entendre, non? Tout à fait. Je pense notamment à certains récits de l'époque coloniale qui opposaient un peu caricaturalement des Berbères faiblement islamisés à des Arabes naturellement plus religieux, plus civilisés. Votre description d'un foyer d'érudition islamique en plein pays Masmouda, ça bouscule complètement cette image. Absolument. Et c'est là qu'on voit à quel point ces récits externes, souvent coloniaux, étaient déconnectés de la réalité historique profonde. C'était donc une vision biaisée. Complètement. L'islamisation et la culture savante étaient ancrées depuis des siècles dans de nombreuses régions berbères. Le Souss Masmouda en est un exemple éclatant. Il faut vraiment déconstruire cette vision simpliste et erronée qui opposait Arabes et Berbères de manière artificielle. Cette idée que le Maroc aurait été civilisé uniquement par l'extérieur, par Al-Andalus par exemple. Exactement. Ça ignore toute la richesse, toute la sophistication des développements internes. Et l'Empire almohade, issu de ce terreau Masmouda si savant, en est la preuve. D'ailleurs, petit détail amusant qui montre la complexité. Oui. Même Ibn Yassine, l'inspirateur des Almoravides, donc Sanaraja, les rivaux, était lui-même originaire de cette région savante du Souss. Ah oui, quand même. Ça montre que les lignes n'étaient pas si claires. Voilà, les réalités étaient bien plus nuancées. Une petite remarque peut-être. Aujourd'hui, on entend moins le nom Masmouda comme un nom de famille ou un identifiant direct, comparé à Zenati ou Sanaji, non? Est-ce que ce nom s'est un peu perdu? C'est assez juste comme observation. Il est probable que des termes plus géographiques ou peut-être plus génériques comme Chleu ou Souci, Qui désigne à l'origine un habitant du Souss qui est majoritairement Masmouda. exactement, que ces termes aient un peu pris le dessus dans l'usage courant.
Le nom Masmouda existe toujours, on le retrouve notamment en Tunisie, mais au Maroc, souvent, l'identité régionale ou l'appartenance à une tribu spécifique va primer. Mais l'identité historique reste présente. Ah oui, chez les concernés, la conscience de cette appartenance est là. Et il ne faut pas oublier non plus les anciennes grandes alliances politiques qui structuraient ce monde Masmouda. Exemple, oui. Des confédérations dont l'influence était considérable. Elles s'étendaient très loin. J'ai lu une anecdote amusante, une sorte de grille de lecture un peu caricaturale, opposant les nomades, vus comme ouverts, connectés, un peu détachés matériellement, et les sédentaires, plutôt bâtisseurs, peut-être plus fermés sur leur groupe. Si on appliquait ça de manière ludique au Masmouda, Il serait clairement du côté des bâtisseurs, des ancrés. c'est ça. C'est une bonne synthèse de leur base sédentaire, oui. Mais attention, sédentaire ne veut pas dire immobile. On l'a vu avec le commerce, les migrations. Oui, c'est vrai. Et même culturellement, c'est plus nuancé. Prenez un plat comme le choix, le méchoui. Le mouton entier rôti. Plat de fête par excellence. Voilà. Culturellement, c'est plutôt lié à un héritage pastoral, nomade ou semi-nomade. Ce n'est pas typiquement une tradition issue du monde agricole Masmouda pur. Ah, d'accord. Eux, c'était plutôt quoi alors, leur signature culinaire ou agricole? Eux, leur grande expertise, c'est la gestion de l'eau, l'irrigation, l'art des jardins en terrasse. Un savoir-faire qu'ils ont d'ailleurs exporté jusqu'en Andalousie et qu'on retrouve dans les jardins des villes impériales comme Marrakech ou Fès. Et ces distinctions existent encore un peu aujourd'hui? Oui, bien sûr. Les fiertés locales, les petites rivalités ou distinctions demeurent. Un citadin d'Agaguir, par exemple, dans la plaine du Souss, tiendra peut-être à se distinguer des gens de la montagne juste à côté. Ce sont les dynamiques classiques plaine montagne, ville campagne qu'on retrouve un peu partout. Pour revenir une dernière fois sur l'ascension des Almohades, du point de vue des Masmoudas eux-mêmes, quel a été vraiment l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres contre les Almoravides Sanhaja? Alors, un facteur qui semble avoir été absolument clé, c'est le déplacement de la capitale almoravide. D'Armar vers Marrakech? Exactement. Arma était un centre très important en plein pays Masmouda. Quand les Almoravides l'ont délaissé pour fonder Marrakech, un peu plus loin, ça a eu des conséquences économiques et symboliques très fortes pour les tribus Masmouda locales. Elles se sont senties lésées. Oui, elles ont perdu de l'influence, du prestige, des revenus. Ce ressentiment économique et politique a créé un terrain extrêmement fertile pour la contestation. Et Ibn Toumer a su en profiter. Tout à fait. Sa prédication religieuse et politique a trouvé un écho immense dans ce contexte de mécontentement. Ça a permis de rallier massivement les Masmoudas contre le pouvoir sanadja des Almoravides. C'est limpide. Donc, si on devait résumer les Masmoudas, ce grand groupe berbère historiquement sédentaire, vraiment ancré dans ces montagnes, l'anti-Atlas et le Haut-Atlas, Bien distinct des Sanhaja nomades, oui. ils ont été les architectes de l'Empire almorade, reconnus pour leur maîtrise de l'eau, de l'agriculture en montagne. Des régions d'origine à forte densité de population. Exactement. Avec cet héritage commercial important via les réseaux Chlus ou Soucis, et ce patrimoine intellectuel et religieux assez exceptionnel, incarné par le fameux Souss savant. Une identité forte qui s'exprime aujourd'hui souvent à travers ces termes régionaux, effectivement. C'est passionnant. Et tout ça, ça nous laisse peut-être avec une question pour prolonger la réflexion. Oui, allez-y. Quand on voit la sophistication de l'organisation almohade, cette maîtrise des techniques agricoles, hydrauliques, l'existence de centres de savoir comme Soussalima, tout ça bien présent au cœur du monde Masmouda. Comment cette réalité historique, interne, qui a peut-être été longtemps sous-estimée, comment est-ce qu'elle nous invite aujourd'hui à réévaluer les récits, souvent forgés de l'extérieur d'ailleurs, qui ont eu tendance à minimiser l'autonomie et la richesse des développements propres aux sociétés d'Afrique du Nord? Voilà une excellente question pour continuer à creuser. Merci infiniment pour cet éclairage vraiment passionnant sur les Masmoudas. Merci à vous. C'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui. La prochaine fois, on poursuit notre voyage. On remonte un peu vers le nord pour découvrir la troisième grande famille tribale berbère, les Zenata. D'ici là, portez-vous bien.